Alors, salut tout le monde et bienvenue à notre rencontre avec Dr. Frank Darwish, sa femme Dorine, Madame Dorine Potel Darwish, pour parler avec Mona Aja'a de son nouveau livre, Le Liban ou l'irréductible distance, publié par Elisar Press au début de cette année 2021. Mona Aja'a est depuis 1989 prépare et présente des programmes sociaux et religieux à la Voix de la Charité et est ici avec nous pour cette interview. Voilà, je suis Katia Onhaj, fondatrice et directeur de publication à Elisar Press. Et quand Dr. Darwish m'a approché après l'insistance d'une amie mutuelle, Dr. Pamela Shrabi, avec son livre Le Liban ou l'irréductible destin, je me suis trouvée devant un trésor non seulement poétique et littéraire, mais aussi philosophique et historique. Notre présentation sera enregistrée et elle sera disponible sur Facebook et sur notre canal de YouTube. Vous pouvez, durant cette présentation, laisser vos commentaires et questions dans le chat pour Dr. Darwish et ou sa femme, mais votre son sera supprimé pour le temps. Et à la fin de cette présentation, nous ouvrirons pour les questions si vous voulez le faire pendant cette présentation. Alors voilà, on laisse le mot pour Dr. Frank Darwish et Madame Mona Aja'a. Bonjour Katia, merci. Merci pour cette introduction. Madame Dorine, Dr. Frank, bonsoir. Bonjour à toute l'équipe d'Elisar Press en Amérique qui travaille dans les coulisses pour que cette interview aboutisse à ses meilleures fins. Mesdames, Messieurs, participants, bonjour ou bonsoir. D'abord, j'introduis Dr. Frank. Dr. Darwish, après des études chez les frères Lassaliens au Liban, est parti en Europe en pleine guerre libanaise, puis aux États-Unis. Il a obtenu de l'Ohio State University un master en littérature, en se spécialisant dans la pensée médiévale, puis un doctorat en philosophie de l'Université de Bourgogne. Il est docteur en philosophie, auteur de nombreuses publications sur Heidegger et sur la philosophie libanaise. Dr. Darwish a enseigné la philosophie à l'Université de Balamand au Liban et actuellement, il enseigne à l'Université de Dijon en France. Dr. Frank, bonsoir de nouveau. Bonsoir. La question traditionnelle qu'on adresse à un écrivain, en l'occurrence à un philosophe, parlez-nous un peu, si vous voulez, de votre départ en matière d'écriture. Merci. En fait, ce qui est bien, c'est que j'ai ma femme avec moi. Elle va apprendre plein de choses sur moi aussi en même temps. C'était vraiment quand j'étais, même un peu avant l'adolescence, mais vers l'adolescence. Et c'est beaucoup avec la découverte de la littérature française, et en particulier Rousseau. À l'époque, j'avais, on va dire, 10-11 ans, et je sortais une sorte de petite revue que je copiais en plusieurs exemplaires, que je vendais à la famille en utilisant du papier carbone. Et après, j'ai décidé, bon, il faut que j'écrive des choses. Donc, j'ai écrit des romans policiers, j'en ai écrit 2. Notre maison à Mina, dans le nord du Liban, pendant la guerre, a brûlé. Donc, tout ça a brûlé avec. Et j'avais décidé à l'époque, c'était en 1984, si vous vous rappelez cette année où il y a eu… Sûrement. Ouais. Notre maison a brûlé à l'époque, avec tout ce qu'il y avait dedans. Et j'avais décidé à l'époque d'arrêter d'écrire. Mais en fait, après, j'ai repris l'écriture en France en 88. Mais le début, c'était vraiment ces romans policiers que j'avais écrits au Liban, mais je ne sais pas pourquoi après des lectures de Rousseau, parce que Rousseau n'a rien à voir avec ça, mais c'est après des lectures de Rousseau que j'ai commencé à écrire. Bon, des romans Ça a fait un déclic.
Ouais, 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 ouais. Ben, ils ont disparu, mais après, le premier roman que j'ai écrit existe toujours. Il n'est pas publié, hein, il n'est pas édité. Mon fils s'appelle d'après ce roman, Tristan, parce que c'est dans le titre du roman. Donc voilà, c'était le début de ces choses-là. Vous ne comptez pas euh, éditer ce livre? Je sais pas, c'est un peu bizarre comme truc. Je sais pas si quelqu'un aimerait le publier, quoi. J'étais très jeune, donc c'est pas très pro, c'est pas exceptionnel, c'est voilà. Peut-être, ouais, peut-être. Oui, peut-être un jour. Docteur Frank, comment définissez-vous un philosophe? Je pense, pour moi, en fait, il y a beaucoup de définitions. Pour moi, c'est très personnel. C'est la personne qui revient vers l'origine. Donc, c'est la personne qui dit, en fait, l'origine est problématique. Il faut questionner l'origine. Et dès qu'on questionne l'origine, on est vraiment au cœur de la philosophie. L'origine des choses, l'origine de la pensée, l'origine des concepts, l'origine des religions, l'origine des pays, tout. Un philosophe est quelqu'un qui dit que l'origine n'est pas pure, qu'il y a un questionnement à l'origine. C'est pourquoi vous avez utilisé le Liban. C'est Oui, un l'origine. peu, bien sûr. Oui, Vous parce que avez c'est démarré de là. oui, je pense que c'est l'origine problématique par excellence, le Liban. C'est Quelle est l'origine la part, problématique. quelle est la part que la philosophie occupe dans cet ouvrage? Le Liban ou l'irréductible distance? Je pense que la notion de distance est vraiment une notion très philosophique. Ça veut dire qu'il est impossible d'avoir une conscience sans distance. Il est impossible de se remettre soi-même en question sans réponse. Et aussi, le Liban pose ce problème parce que tu penses que tu t'approches de lui et puis tu penses que tu connais euh, cette, cet événement, parce que le Liban, sa fondation, déjà, le fondement du Liban est un événement, elle t'échappe. Et plus tu approches, plus il y a une distance qui se crée. Mais en fait, grâce à ça, le pays devient un vrai questionnement très intéressant. Parce que c'est un questionnement historique, un questionnement religieux, un questionnement philosophique, un questionnement poétique. C'est sans arrêt. Et c'est vraiment un pays qui échappe et qui est tout le temps en train de mettre une distance, comme le désir. Il reste un désir, en fait. Il n'est jamais consommé. Il est un désir. Est-ce qu'on peut spécifier distance entre quoi et quoi? Ou bien qui et qui? Dans le cas de ce livre, c'est vraiment entre le narrateur et l'écrivain aussi, et ce pays. C'est vraiment ça. Donc, c'est un livre de désir. C'est un livre qui dit, parce que vous savez que le désir, c'est le contraire de la consommation. La Tout à fait. consommation qui vient du latin consumere, ça veut dire brûler. Quand on prend les choses, on les détruit, on les brûle, on est dans la consommation. Quand on est dans le désir, c'est l'inverse. Le désir, c'est la garde jalouse de la distance. Le mot vient du latin desiderium, ça veut dire être en manque d'une étoile, le désir. Et en fait, ça veut dire, pourquoi on utilise ce mot, pourquoi c'est devenu le mot qu'on utilise pour désir? Parce que l'étoile, on ne peut pas l'atteindre. Donc le désir est quelque chose qui vit, survit et continue par la distance. Et d'où donc le titre aussi du livre, bien sûr. C'est un livre de désir. D'ailleurs, Sajran, le personnage de votre livre, vous l'avez qualifié d'homme étoilé. Oui, exactement, à cause de ça. C'est à cause de ça. Parlons de C'est très bien. Sajran. Il n'y a personne qui voit Oui. ça, parce qu'il y a eu deux là du livre, mais personne ne voit ces choses. Vous voyez. J'ai lu et relu votre livre avec grand plaisir, 4 fois. Alors, à la 5e. C'est exceptionnel parce que personne ne voit ça. Sajran, c'est un nom libanais, phénicien, mais libanais, disons. Il est le principal personnage de votre livre, à part le Liban.
En arabe, Saj'an veut dire celui qui s'exprime en utilisant des mots épars avec des rimes. Est-ce un Oui, choix délibéré? bien sûr, oui, oui. Parce que c'est l'idée que c'est un pays qui n'a pas une identité unique, qui se construit à partir de plein de choses. D'où la mosaïque libanaise, d'où cette notion de mosaïque libanaise. En fait, Saj'an représente ça. Il est en recherche euh, d'un être, de soi-même. Mais ce soi, en fait, il est multiple. Il ne peut qu'être multiple. D'où, en effet, le prénom de Saj'an, et vous êtes aussi la seule à voir ça. Donc, c'est Parce que je intéressant. suis libanaise, docteur Franck. Non, parce qu'il y a une critique dans les journaux, mais ils ne parlent pas de ça, quoi. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a le prénom Saj'an. C'est exactement pour ça. Qui est pour vous personnellement, Saj'an? Dans quelle forme vous l'imaginez, vous l'avez imaginé au début, au cours et à la fin de votre ouvrage? Bah, en fait, je me suis dit, si je voulais être quelqu'un qui explorait le pays, je serais Saj'an. Parce que je suis pour les identités multiples. Je suis pour la personne dans le sens très philosophique du terme schizophrène. Ça veut dire qu'il ne se réduit pas à une seule chose, à une seule identité, qui est multiple. C'est difficile les gens multiples, parce que il y a très peu de gens qui peuvent vivre avec des gens multiples. Bon, il y a ma femme qui vit avec moi, On en parlera, mais, on en parlera. mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. C'est un enrichissement. Ouais, et moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et je pense que si j'avais pas ça, je ne serais pas bien. Vous ne J'ai vraiment seriez pas besoin. philosophe, peut-être, si vous n'avez Peut-être, ou pas je serais ça. autre chose, quoi. Je serais autre chose, je ne sais pas. Tu serais artiste. Je serais peut-être artiste. Je ne sais pas ce que je ferais. C'est Mais Madame Dorine qui s'exprime. oui. Mais Saj'an, c'est exceptionnel comme personnage. Il est rare quand même. Il n'y a pas beaucoup de personnages comme ça. Il se rapproche peut-être d'un personnage qui s'appelle Tristram Shandy. C'est un personnage d'un roman anglais du XVIIe de Sterne, Jonathan Sterne. C'est aussi un personnage éclaté qui est un peu partout, qui m'a vraiment influencé. Ils ont essayé de faire un film, ça ne marche pas, parce que la multiplicité éclatée comme ça, c'est difficile de faire un film avec. Mais ça se rapproche un peu de Saj'an, cette identité-là. J'adore ce roman. Il y a très peu de gens qui lisent ça aujourd'hui, mais c'est vraiment bien. Tristram Mais Shandy. Tristram. j'ai noté, j'ai pris note. Tristram, c'est une version de Tristan. Tout ça, quand ça va dans. J'allais poser la question. Oui. C'est lourd de choses, le prénom Tristan. Ouais. Docteur Franck, pourquoi Saj'an avait le regard toujours tourné vers le départ? Vers le départ, Oui, parce le que point j'ai de écrit départ. il y a un article de moi sur ça. On a fait, il y a eu un colloque à l'USEC où j'ai présenté en fait, et puis il y a eu un article qui est sorti sur le départ. J'ai présenté le départ. Et en fait, c'est parce que le propre du Libanais, de la Libanaise, c'est cette notion de départ. Ça veut dire le départ est riche pour nous, parce que c'est toujours un retour. En fait, ce qui fait le départ, si on part et on ne revient pas, ce n'est pas vraiment un départ. Il faut quelque chose qui affirme que c'était un départ. Donc, il faut un retour. Et parce que Saj'an est ça, en fait, c'est un départ dans l'histoire et un retour sur soi-même. Un départ dans les concepts, un retour sur soi-même. Un départ dans le spirituel, un retour sur soi-même. Un départ vers la terre, vers la montagne, un retour sur soi. C'est toujours ça qui est censé déterminer une certaine identité, mais qui ne le fait jamais. Hein, ça veut dire c'est jamais clos. Il n'y a pas d'espace clos. C'est toujours en questionnement. Donc le Liban est une question.
il y a un théologien, je pense, assez connu, Coste, qui a dit l'être humain est une question. En fait, le moment où l'être humain n'est plus une question, il a pu être. Et en fait, Sajjan représente vraiment ça par rapport au rapport au pays. C'est le pays est une question parce que le pays détermine ce qu'on est. Et si la distance s'efface, on ne peut plus faire ces retours, il n'y a plus de départ, donc, parce qu'il n'y a plus de retour vers ce départ, on n'est plus des humains. Quelque chose meurt en nous. Ouais. Docteur Frank, permettez qu'on voit ensemble un preview de votre livre à Oui. travers Elisard Press. Ok. Sur l'air qui est dansé, le mot revenait, se répétait, faisait la vie de celui qui avait occupé des lieux pendant des années. Seul et seulement pour répéter ce terme du départ et du retour. Le Liban ou l'irréductible distance. Docteur Frank, avez-vous fait vous-même, en quelque sorte, ce parcours? Où Oui, bien étiez-vous sûr. quand vous avez écrit votre livre? Où étiez-vous? Le livre a été Je veux dire corps et âme. Ouais, ouais. Corps et âme, il y a une partie écrite en France, une partie écrite au Liban. Donc, c'est vraiment un départ et un retour. C'est vraiment ça. Et le retour corps était censé être à peu près définitif avant tous les problèmes qu'on a eus récemment. Donc là, je me retrouve à nouveau en France avec ma famille. Mais oui, bien sûr, j'ai fait ce parcours, bien sûr. Bien sûr. Vous avez eu des réponses à vos questions? Quelques réponses à quelques questions? Oui, tout le temps, mais si j'ai des réponses, c'est qu'il me faut d'autres questions. D'autres questions? J'aime les questions plus que les réponses. C'est le propre de la philosophie, c'est la science des questions. Enfin, c'est tout. Et je n'arrête pas de poser des questions, moi. Je n'arrête pas, je ne vais pas arrêter. Docteur Frank, pourquoi avez-vous utilisé dans votre livre la poésie, la prose et le langage philosophique? Est-ce pour exprimer notre Liban si diversifié ou bien pour vous adresser à tous les lecteurs éventuels? Je pense que c'est plein de choses. Bien sûr, ça peut refléter un petit peu la diversité du pays, mais c'est aussi le fait que le discours nous échappe. Quoi qu'on prenne comme discours, ce n'est pas suffisant. Ça ne peut pas donner des bornes, donner des définitions qui sont inébranlables. Donc, chaque discours tente de donner une possibilité pour définir le pays dans ce cas-là, mais en fait, il échoue. Il échoue sur le sable, dans ce sens-là. Et il y a un autre discours qui doit l'accompagner, mais même tous ces types de discours, donc le discours très intellectuel des notes en bas de page, le discours très poétique, le discours très allusif, le récit, il y a un vrai récit dedans. Tous ces discours-là, en fait, c'est pour un écrivain, c'est pour le dire, il faut peut-être un petit peu de courage. Ça échoue, ça marche pas. Pour définir le pays, ça marche pas. Mais c'est pour dire que
parler du pays, donc parler dans ce cas-là du Liban, c'est être en acheminement. Hein, on va vers. Ça veut dire c'est le chemin qui compte. C'est pas arriver à une réponse définitive. Et le Liban, dans ce cas-là, et je suis convaincu, pas seulement dans ce livre, c'est un acheminement, c'est un chemin. Et si on veut vraiment donner une seule définition, on va finir dans une guerre. Hein? Donc en fait, c'est la multiplicité toujours reconjuguée qui pourrait faire vivre le pays. Ça ne veut pas dire que c'est éclaté, que ça va dans toutes les directions, que ça n'a aucun sens. Pas du tout. C'est extrêmement serré, c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement. Il y a plein d'éléments qui sont très très forts, très spécifiques. Mais c'est pas pour ça qu'il y a une définition unique, une définition non négociable. Non, en fait, on redéfinit tout le temps. Et il faut être dans cette, j'aime pas ce mot que tout le monde utilise, mais ouverture, quoi. Il faut que toute définition soit quelque chose d'ouvert et non pas quelque chose qui pose des limites inébranlables. Sinon, Tout à fait. on va droit dans le mur, quoi. C'est pas bon. Et c'est l'idée de ce livre aussi. C'est pour ça qu'il est un peu, je vais utiliser un mot pas très gentil, un peu chiant à lire. Pas du tout. C'est pas toujours génial. Ça peut Pas embêter. du tout. Il est intéressant. Mais ça peut être difficile, quoi. Ça peut être butant. Oui, oui. Je suis ignare, presque ignare en philosophie. Ouais. Je suis presque ignare en philosophie. Mais vous avez pu m'interpeller de plusieurs façons. Je voulais poser une autre question. Vous vous retrouvez le mieux, vous vous exprimez le mieux dans quel langage des trois cités? C'est difficile. Hein. Je pense que j'ai besoin des trois. Ça dépend de ma situation. Ça dépend de ce que je suis en train de faire. Et j'ai vraiment besoin de cette multiplicité. Sinon, je ne suis pas bien. J'ai besoin que le concept soit clair, que le concept soit très précis. J'ai besoin aussi que le langage ait une certaine esthétique dans le sens du 17e du beau, hein, que ça exprime quelque chose de beau. J'ai besoin de violence. J'ai beaucoup besoin de violence dans les textes. Il faut que le texte nous force à faire des choses, à penser des choses qui nous fassent violence. J'ai besoin de pas dire n'importe quoi. Je supporte pas. Je dis jamais n'importe quoi. Tout est étudié. C'est pour ça. J'ai besoin de tout ça. Et en fait, je suis quelqu'un qui est incapable d'écrire beaucoup. Je peux pas. J'ai des amis, par exemple, à la fac, qui sont écrivains, tout ça, qui peuvent sortir un livre par an, comme ça. Ils sortent des livres. J'en suis incapable parce que je suis trop dur avec moi-même et j'ai besoin de plusieurs discours qui soient dedans et j'ai besoin de ne pas dire n'importe quoi. Donc, j'ai besoin, en fait, d'une multiplicité de discours qui s'entrepénètrent un peu, et c'est pas, et je suis comme ça, chacun est ce qu'il est, quoi. Donc, j'ai besoin de souffrance. Je souffre quand j'écris. C'est très difficile pour moi d'écrire. C'est une chose horrible pour moi. Je souffre beaucoup. Vous êtes sincère. Oui, mais je suis toujours sincère. Ouais. Voilà. C'est pour la même raison que vous avez utilisé plusieurs langues. Oui, aussi, oui. Mais on est des produits de plusieurs langues. Heidegger, dont je suis spécialiste, disait die Sprache, la langue, c'est la maison de l'être. Et en fait, on s'abrite dans le langage et le langage nous détermine beaucoup. Donc, il vaut mieux que ce soit un langage multiple. Ça nous donne une liberté énorme. Ça nous donne des mondes. On est dans des mondes. Le langage nous donne des mondes. Et c'est énorme, ça.
En citant les plusieurs langues, les langues parlées. Passons, si vous permettez, au langage muet, mais éloquent des photos, avec Madame Dorine. Elle est là, Dorine. J'ai lu. Bonsoir. Bonsoir, Madame Dorine. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, nous sommes honorés. Permettez-moi de vous présenter aux participants. Madame Dorine Potel-Darwish, elle est une photographe et artiste visuelle française. Elle a travaillé pendant 8 ans en tant qu'assistante de production et photographe pour les catalogues de mobilier BUT en France. Cette expérience a marqué sa pensée car elle a confirmé une fois pour toutes la puissance des diverses formes de discours et de manipulation d'images, ainsi que la fragilité de notre imaginaire. Photographie et vidéo sont pour Madame Dorine Potel deux manières de garder un contact direct avec le monde caché qu'il est sous ses représentations infinies. Elle vit et travaille actuellement entre la France et le Liban. Son travail a été exposé au Rachid Karami International Art Fair à Tripoli, au Centre d'art de Beyrouth, à l'Espace Gered à Nice, au Festival international de la photographie à Lianzhou en Chine, à la Galerie Baudouin-Le Bon à Paris et au siège de la Confédération générale du travail française à Montreuil. Bienvenue, Madame Dorine. Merci. Madame Dorine, est-ce facile de compléter avec des photos, ou bien dirais-je, mettre en relief, expliciter l'œuvre écrite d'un auteur, atteindre avec des illustrations muettes, mais qui en disent long, le fin fond de la pensée de quelqu'un et nous permettre de voir avec nos propres yeux l'impact des mots? Est-ce facile? Alors, c'est à la fois beaucoup plus facile que ce qu'on peut croire et à la fois très difficile. Mais pour ce travail, par exemple, en fait, la photographie, c'est aussi un langage en soi. C'est un monde en soi. Il y a des choses qui sont possibles dans la photographie qui ne sont pas possibles en littérature, qui ne sont pas possibles avec le texte. Et ce qui s'est passé pour ce travail-là, les photographies existaient en parallèle du travail d'écriture de Franck, de M. Darwish. Et ensuite, elles se sont retrouvées à côté du texte et elles ont accompagné le texte. Mais la photographie, c'est très fragile. Et dès qu'elle se trouve à côté d'un autre langage, la musique, la littérature ou bien la vidéo, elle va s'évanouir. C'est un médium très, très humble et fragile. Et en fait, c'était pas évident de mettre des images sur du texte parce que à ce moment-là, les photos, elles sont juste au service de l'illustration et elles sont incapables d'emmener le regard ailleurs. Cependant, la photographie, elle partage aussi en commun avec le texte et surtout la manière dont le livre est écrit avec différentes factures, c'est-à-dire à la fois poétique, à la fois philosophique, à la fois académique. Donc en fait, il y a plusieurs dimensions de langage qui sont en résonance avec ce que la photographie elle-même apporte comme questionnement au spectateur, à savoir est-ce qu'on doit avoir ceci dans l'image? Est-ce qu'on doit avoir un symbole? Est-ce qu'on doit avoir du sens? Est-ce qu'on doit avoir de la poésie? Est-ce qu'on doit avoir du documentaire, des vraies informations? Et donc, du coup, il y a toujours eu une relation très étroite entre la littérature et la photographie, de toute façon. Tout à fait. Donc, tout à fait. Ça marchait bien. Après, les images du livre, elles ont été réalisées indépendamment du livre. Et après, elles ont rencontré le texte.
Voilà. Vous connaissez Donc, le Liban, Madame c'est pas Dorine? facile. Oui, bah, du coup, j'ai vécu au Liban avec ma famille, surtout à Tripoli, enfin dans le nord du Liban. Mais moi, la première fois que j'ai rencontré le Liban, c'est quand j'ai commencé à travailler avec des artistes libanais à Paris, dont j'ai été l'assistante. Ah bon, Et j'ai découvert toute l'histoire du Liban à travers leurs œuvres. Et j'ai trouvé ça assez... Et c'est vraiment par hasard, après des années plus tard, où j'ai emménagé au Liban. Et en fait, le Liban, c'est pareil, c'est plein de réalités juxtaposées. Il y a tellement de monde, voilà, que de temps en temps, faire un arrêt sur image, c'est intéressant. je sens que vous aimez le Liban. Ah oui, j'aime beaucoup le Liban. J'aime beaucoup le Liban. Je suis d'ailleurs assez triste pour ce qui se passe en ce moment, vraiment. Parce que j'ai l'impression d'avoir... j'ai l'impression que le Liban, on le connaît à un moment donné, il disparaît, et après on est dans la nostalgie du Liban, mais il continue d'être là, quoi. Alors je ne sais pas ce que c'est que ce pays où à la fois on est dans la nostalgie et à la fois on est pleinement dedans, quoi. C'est quelque chose qui m'a vraiment éprouvée. Mais j'aime le Liban parce que j'ai vécu. Enfin voilà, parce que j'ai vécu là-bas, quoi. Madame Dorine, avec qui vous ne pouvez pas travailler comme photographe? Intéressant, ça. Alors en fait, cette question, je la trouve très pertinente, très intéressante. Vraiment. Et j'ai envie de dire que en tant que photographe, je pense que c'est très dur de travailler, par exemple, avec des scientifiques ou avec la communauté scientifique. C'est-à-dire que c'est dur de... La photographie, elle est... C'est aussi une question de distance entre l'œil humain et l'objet photographié. Et par exemple, des scientifiques qui étudient des phénomènes, des mécanismes, des mouvements, je trouve que c'est très dur. La photographie ne peut rien apporter de plus, par exemple aux mathématiques, à des mathématiciens ou à des biologistes. En fait, je trouve que c'est deux mondes qui ont des choses à se communiquer, mais difficilement. J'aurais beaucoup de mal à travailler avec alors que j'adore les problématiques du monde de la science, quoi. Je trouve que c'est fantastique, mais je me sentirais démunie avec un appareil photo pour proposer une compréhension de ce monde-là. Par exemple, ça, c'est pas possible. Voilà, par exemple. Vous travaillez sur quel projet? Heidegger disait la science ne pense pas, Wissenschaft, hein, la science ne pense pas, mais la photographie, elle pense, par exemple. Et c'est un problème, bien sûr. Il y a des disciplines qui ne pensent pas. Et il y a des disciplines qui pensent, comme la philosophie, l'art. La photographie, c'est d'emblée de jeu une question de choix. Il faut faire des choix. Et quand bien même on a l'impression qu'on ne choisit pas là où on est ou ce qu'on regarde, si on cadre, on va choisir un morceau de réalité, on va choisir... Une photographie toute seule, elle ne raconte rien. C'est l'auteur qui va écrire une phrase en dessous, qui va dire quelque chose, qui va donner le sens de la photographie. C'est ça la puissance de la photographie. C'est qu'une photographie toute seule, on met une légende, on peut changer la légende, elle va aussi accepter toutes les légendes possibles. Elle nous mène à d'autres horizons, la légende. Oui, mais c'est l'auteur derrière. Voilà. C'est le choix de vous emmener là-bas. C'est pas un instrument comme au tout début de la photographie, en fait, quand elle est apparue au 19e siècle, on pensait que c'était un instrument scientifique, capable de faire preuve d'objectivité. C'est-à-dire, je vous montre la réalité telle qu'elle est. Et en fait, pas du tout.
C'est pas une preuve de la réalité, la photographie. La réalité, c'est une preuve de la subjectivité de l'auteur. Il veut vous montrer ça. C'est tout. Et c'est ça qui est magnifique, en fait, avec cet objet. D'ailleurs, la photographie est un monde très vaste. Très, très vaste, oui, très Oui. vaste. Comme la littérature. Et qui nous accompagne dès notre enfance et pendant toute notre vie. Si on Aussi, veut. ouais. Oui. Ouais. C'est aussi un langage, ouais. Madame Dorine, on va revenir à Dr. Frank et son livre, si vous permettez. Dr. Frank, les coutumes des Libanais sont très présentes dans votre livre. Est-ce pour combler la distance entre le Liban qui est et celui dont on écoute les nouvelles à la télé et qui vit aujourd'hui une phase très décisive dans son histoire? Oui, c'est pour, en fait, à l'origine, bien sûr, c'est écrit avant les événements qu'on a eu récemment. C'était surtout pour ancrer le narratif dans du concret. Donc, en fait, c'est le côté immanent du livre, le côté... c'est très influencé par, quand j'ai fait ça, quand je parlais de ces choses-là, très, très brutes, mais c'est sympa aussi, je regardais des films de Béla Tarr, qui est un réalisateur, avec ma femme, on l'adore, hongrois. Et en fait, c'est le matérialisme immanent chez lui et le spiritualisme immanent, en fait, ce qui est une contradiction normalement. Il y a de l'esprit dans les choses du quotidien. Il y a de l'esprit dans le matériel très concret du quotidien. Et ça fait la beauté des choses. Et en fait, je pense que ce que j'ai mis dedans, ça ajoute une certaine beauté très concrète. Et ça nous ramène sur Terre, ça nous ramène vers les gens, ça nous ramène vers les choses très concrètes. Et je tenais vraiment à faire ça. Sous l'influence, il faut que je regardais Béla Tarr. Donc, ça vient vraiment de ça. C'est vraiment du spiritualisme immanent, ce qui est normalement une contradiction pour un marxiste, par exemple. C'est pas le cas. Je pense que le peuple du quotidien, les gens du quotidien sont des gens qui ont un esprit qui s'exprime très très bien dans leurs actes, dans leur façon d'être les uns avec les autres. Et je pense qu'il faut rendre compte de ça. Et ça, c'est spirituel pour moi. C'est vraiment l'esprit. C'est un peu hegelien, c'est un peu Hegel aussi. Mais bon, je pense que l'esprit s'exprime aussi dans ces moments-là. Dans le geste. Ouais, dans les gestes et dans leur comportement, dans leur être les uns avec les autres. Et c'est très important. Et c'est pas vous avez mentionné Hegel. Ouais. La première phrase de votre livre, c'est une épigraphe de Hegel en allemand. Oui. La vraie vérité n'émerge que de l'erreur, et c'est là que réside la réconciliation avec l'erreur et avec la finitude. Oui. C'est ça? Surtout, oui, parce que surtout en allemand, ce Irrtum, il veut dire aussi l'errance. C'est l'idée de, on reste pas dans un même lieu, on erre sur les chemins. C'est le fait d'errer aussi. Comme en français, hein, on a la même chose en allemand. Donc, il y a l'erreur. L'erreur, c'est ne pas être sur le chemin qu'on nous dit, il faut être donc ni orthodoxe, par exemple. Traduit en arabe, c'est as-sirat al-mustaqim, orthodoxe. C'est vrai. Moi, je dis, il ne faut pas être là-dessus. Il faut errer. Je respecte beaucoup votre choix. Avec un appareil photo. Avec un appareil photo. Et Madame Dorine surtout. Exactement. Madame Dorine, c'est mon errance dans le monde. Il faut errer avec un photographe. C'est ce qu'elle dit. Mais vraiment, je pense
que la pensée, c'est vraiment ça. C'est une errance. Oui, c'est une errance parce que si, vous savez, il y a un livre encore de Heidegger qui s'appelle Holzwege, qui est le premier que j'ai lu de lui, où il y a plusieurs essais, plusieurs travaux de Heidegger. Et le mot Holzwege, Holz, ça nous donne route en anglais, Robin Hood. C'était l'ancien mot pour les bois, donc la forêt, les bois. Et Holzwege, Wegen comme way en anglais, le V devient way, les chemins de forêt. Et les chemins de forêt, en fait, c'est des chemins qu'on prend, on ne sait pas où on arrive. Mais on finit par arriver. Holzwege. Ou bien retourner vers le point de départ. Alors, les Allemands utilisent l'expression in Holzwegen zu sein pour dire que je suis un peu perdu, je ne sais pas où je suis. Mais le livre, il veut dire il faut être là où tu ne sais pas où tu es, sinon tu ne penseras jamais. Donc, en fait, c'est ne pas être sur l'orthodoxie. c'est aller errer. Il faut errer. Il faut errer pour penser. Ça veut dire il ne faut pas avoir peur, parce qu'on a très peur. Il faut oser. Oui, il faut oser. Il faut oser D'ailleurs, l'erreur. vous avez relevé beaucoup de détails sur les icônes et les églises, Oui, en particulier orthodoxes libanaises. Quelle démarche avez-vous fait pour les recueillir? J'aime beaucoup les icônes. En fait, j'aime déjà l'histoire, le fait que l'icône, c'est une réponse à un certain problème, donc ça, c'est intellectuel. Donc l'iconoclasme qui a eu lieu. Bon, ok. Mais l'icône est intéressante parce que déjà, la construction de l'icône, c'est le contraire d'un tableau. Dans un tableau, on part du blanc et on remplit le blanc. L'icône, donc on a une lumière et on enlève la lumière. L'icône, on part du noir. Vous savez, on part du noir dans l'icône. Et on remplit, on donne de la lumière. Et c'est exprès, hein, ceux qui ont créé les premières icônes, c'était ça l'idée, c'est que l'icône nous permet de sortir du gouffre, nous sortir du noir, et elle nous permet de ne pas s'arrêter, de ne pas nous arrêter à l'icône. L'icône veut se dépasser elle-même. Donc, c'est le contraire, par exemple, Jean-Luc Marion, le philosophe, qui a écrit son essai L'idole et l'icône, il contraste l'idole et l'icône. L'idole nous arrête. Mais l'idole, ça peut être plein de choses. Ça peut être quelqu'un, une star, ça peut être l'argent, ça peut être plein de choses. L'icône, elle ne nous arrête pas. L'icône, elle est là pour nous permettre de la dépasser vers le transcendant. Et je trouve c'est quelque chose d'exceptionnel parce que personne n'avait pensé à ça avant. Qu'il y a une surface dont le but est de se dépasser elle-même. Et je trouve ça, et déjà l'idée de lumière, bien sûr, l'idée de lumière chez les théologiens apophatiques d'Orient. C'est quelque chose que j'ai travaillé, j'ai des choses publiées là-dessus. Et je trouve ça exceptionnel parce qu'on n'y avait jamais pensé. Et puis ça marche. En plus, ça marche. Oui, ça marche. C'est très édifiant. Ouais, c'est très édifiant et ça détruit toute idolâtrie. Et je pense qu'on n'en parle pas souvent. Et nous avons besoin de ça. Je pense que les jeunes ont très besoin de ça. De savoir ce que c'est en fait que dépasser les choses vers le transcendant. Et refuser le transcendant entièrement est une horreur pour moi. Vous savez, Rousseau, ça me vient maintenant, il disait on me demande qu'est-ce que c'est qu'un homme. Je dis regardez autour de vous. Mais si on me demande qu'est-ce que c'est que l'homme, je dis regardez plus loin. Et en fait, l'icône permet cela, c'est de regarder plus loin. Parce que l'universel, un concept universel, on ne va pas le saisir. On ne va pas le prendre dans une main comme ça et le détruire. On ne peut pas. Et en fait, nous sommes souvent dans des sociétés qui veulent, par leur construction même, qu'on puisse tout objectiver. Et dès qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas objectiver,
Et l'icône est exactement ça. C'est la non-objectivation, c'est le refus de l'objectivation. Dès qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas objectiver, qui ne peut donc pas devenir une denrée ou qui ne peut pas devenir un objet de consommation, on dit, mais vraiment, c'est ce qu'on veut nous présenter, on dit que ça n'existe pas, que c'est rien. Hein? Okay. C'est une maladie. Perdre le transcendant, c'est perdre l'humanité. On n'a qu'à devenir une chaise. Mais comment on réinjecte du transcendant? On réinjecte du transcendant en retravaillant notre rapport au monde, en retravaillant notre rapport à l'autre, en travaillant notre rapport au texte, en relisant. Parce que déjà, être vraiment dans un rapport au texte, à la textualité, au discours, c'est avoir une conscience d'une transcendance. Parce que le discours transcende les choses, très souvent. Et dans une société où on ne lit pas comme ça, on le perd aussi. Mais on veut, c'est construit pour qu'on le perde. Hein. On ne veut plus de ça. Et reconstruire. Ouais. Et ça ne va pas. Il ne faut pas qu'on en reste là. Parce moi, je ne crois pas au progrès, par exemple. Je ne crois pas que, comme les Lumières, ils croyaient qu'on allait progresser indéfiniment, devenir... Je ne crois pas à ça. Je crois aussi que l'humanité va monter, descendre très, très bas aussi. Elle peut remonter encore, redescendre. Et je pense qu'on descend. Là, il y a une certaine descente quand même. Sur ce niveau, pas sur d'autres niveaux, pas sur le niveau scientifique, oui, par exemple. Oui, mais il y a encore une renaissance. Il y aura une renaissance. Oui, il ne faut pas confondre progrès et croissance. Et croissance économique. Ouais. Voilà. Et puis, il y a... Moi, j'aime beaucoup la science. J'ai un grand respect pour la science. J'aime beaucoup l'histoire des sciences, de Copernic, tout ça. J'ai un grand respect pour la science. Et je pense que la science, aujourd'hui, a fait des bonds énormes. Mais ce n'est pas la science le problème. C'est autre chose. Autre chose. Yeah. Docteur Franck, les annotations dans votre livre peuvent constituer un livre. Oui. La collecte de tous ces détails a sûrement été fatigante et a demandé beaucoup de temps, n'est-ce pas? C'est ce qui a pris le plus de temps, mais je pense que j'ai l'habitude parce que je suis chercheur. Donc, dès que je vois un terme, en fait, c'est peut-être une maladie parce que je peux pas, par exemple, je peux pas écrire un poème avec des mots qui font une référence à une chose et ne pas dire aux gens qu'est-ce que c'est que cette référence. Alors que vous allez lire beaucoup de poètes, ils vont faire plein de références, on est perdu, on ne sait pas ce que c'est que ces références. Pas du tout. Good for us. Moi, j'aime pas, en fait, j'aime tout savoir, donc je mets tout pour tout le monde. Après, on peut dire sans les lire, hein. Non. Mais oui. J'ai lu la 4e fois votre livre pour lire, et très bien lire les annotations. Oui, ah bah tant mieux. Elles sont intéressantes. Vraiment, vraiment, tout à fait. Docteur Franck, vous publiez ce livre au moment où le Liban traverse des crises. Maintenant, il les traverse de plus en plus. Est-ce que votre livre peut être source d'espoir pour un avenir meilleur? C'est dur, hein, je ne sais pas. J'espère. J'espère s'il est lu, s'il est discuté, que ça puisse contribuer dans un mouvement, comme beaucoup de choses qui se passent avec les artistes libanais, avec le projet Nabad qui travaille avec Katia aussi, avec plein de choses. Je pense que les Libanais sont forts quand même. Et on produit plein de choses pour sauver le pays. Je pense que ça ne va pas mourir, le Liban. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien d'autre comme ça. Il n'y a rien d'autre comme ça. Ça n'existe pas. Donc, ouais, j'espère que je mets ma petite pierre. Une petite pierre dans l'édifice qu'elle va quand même contribuer. Ouais. Et on va bâtir dessus. Ouais. Docteur Franck, avez-vous confiance dans notre jeunesse, dans la jeunesse libanaise?
Bah, si on n'a pas confiance en la jeunesse, on arrête tout, quoi. Parce que c'est la jeunesse qui va construire les choses. Donc, oui, bien sûr, oui. Je pense qu'il y a toujours la possibilité. Moi, quand j'ai enseigné au Liban, parce que j'étais à la fac, tous mes élèves avaient un bon questionnement quand on les pousse. Ils sont vraiment capables de plaindre beaucoup plus que nous à notre époque. Ils sont capables de vraiment penser, même si on critique, les gens ne lisent pas, les gens ne font pas ça. Mais je pense qu'ils ont une capacité quand même de questionnement qui est très réelle, très, très vraie. Et c'est ces gens, c'est ces jeunes qui sont vraiment l'espoir. Oui, donc je crois vraiment en la jeunesse. Ouais. Beaucoup de Libanais ont quitté le Liban pour ne plus y revenir. Beaucoup d'autres y demeurent, de gré ou de force. Quels conseils pouvez-vous donner à ces deux parties, vous qui respectivement avez vécu et vivez leur état? C'est dur. Je dis, il faut lire, en fait, il faut essayer de retrouver l'origine des choses. Pourquoi il y a des problèmes? C'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Il faut avoir un certain apport, un recul historique et conceptuel sur les choses. Et la seule manière de le faire, c'est vraiment de faire un peu de recherche et de retourner, de revenir à la lecture. C'est difficile, c'est un chemin très difficile de reprendre le texte parce qu'on est le produit de beaucoup de textualité, surtout en Orient. On est vraiment le produit des textes. Et tant qu'on n'ose pas aborder les textes, on n'ose pas l'exégèse, on n'ose pas le questionnement des origines des textes, on n'est pas bien. Et je pense que la jeunesse, elle peut le faire. Si j'ai un conseil, j'aime pas trop donner de conseils, mais c'est ce que je dirais. C'est ce que je dirais. J'espère qu'ils ont appris de nos fautes. Oui. Oui. Vous avez participé au festival Nuit d'Orient qui a eu lieu le 4 décembre en 2018 en tant que poète performeur. Vous avez partagé avec des improvisateurs bourguignons la découverte des vins du Liban. Oui. Un spectacle qui a tenté d'exprimer un terroir que vous aimez et voulez faire connaître. Quelle est votre relation avec le vin de notre pays? Ah, c'est une relation très intime. C'est une très bonne relation. Très, très bonne relation. Vous savez, pourquoi le vin, bien sûr, regardez toutes les religions qui ont existé, donc les religions surtout des fleuves, les religions des rivières, avant les religions même abrahamiques, donc qui sont des religions du désert, avaient un rapport à la terre très, très fort. Et c'est resté même dans les mots de Jésus, par exemple, la vigne, vous savez, c'est essentiel. Pourquoi la vigne? Parce que c'est vraiment la vigne qui va creuser, exprimer l'histoire de tout un terroir dans ses racines, par ses racines et dans les grappes. Donc oui, j'aime beaucoup ça et avant de partir à Eden, avec un ami, j'ai planté 1000 vignes pour faire du vin. Donc vous voyez, je crois toujours au Liban, il faut qu'on fasse du vin au Liban. Donc on a planté 1000 vignes qui sont en biodiversité à Eden et ça prend 3 ans pour faire du vin. Donc on espère que ça va se faire. Et c'est vraiment, la vigne rattache la personne à la terre. Et la terre, c'est un sujet, on peut en parler, mais je pense qu'il faut 3 heures pour parler de la notion de terre. J'ai un livre qui va être publié sur Kamal Youssef Haj, qui est le philosophe libanais. Oh. Et puis, mon point de vue de ce qu'il fait, c'est à partir de la terre. Je le lis à partir de la terre libanaise. Et je le critique aussi à partir de la terre libanaise.
Donc, cette appartenance à la terre, ce n'est pas juste une terre concrète comme ça qu'on touche. Il y a une chose très belle que Heidegger dit dans Der Ursprung des Kunstwerkes, l'origine de l'œuvre d'art. C'est un article, c'est un essai de Heidegger, c'est une conférence à l'origine, et qui dit en fait, face à tout ce qui se passe avec la technique moderne, la technologie, la seule chose, en fait, l'une des choses qu'elle ne peut pas faire, c'est posséder la terre. La terre, il dit, échappe à toute tentative à la saisir et la transformer en objet. Elle est non objectivable. On ne peut pas objectifier la terre. Et parce que c'est quelque chose de très, très profond. C'est la vraie profondeur des choses, dans le sens de Hegel, qui dit, par exemple, l'art, ce qu'il apporte à la surface, c'est de la profondeur, la grande contradiction de Hegel. L'art apporte de la profondeur aux choses. Donc, on est devant un tableau, pour nous, c'est un truc plat. Mais en fait, il y a de la profondeur. Cette profondeur n'est pas de l'ordre de l'objectivable. C'est pas un objet. Et pourtant, c'est très concret. La Terre est quelque chose de très concret, quelque chose de très fort et qui transcende plein de choses. Et en même temps, ce n'est pas objectivable. Dès qu'on essaie de la saisir et de la transformer en un étang, en quelque chose qu'on veut consommer, transformer, elle n'est plus terre, c'est autre chose qu'on a dans notre main. C'est pas la terre, ça. Donc c'est en lien aussi beaucoup avec ça. C'est mon lien à la terre libanaise. Il est là. Dr. Frank, si vous permettez, on va s'adresser aux participants. À votre tour, vous pouvez poser vos questions à Dr. Darwish. Si vous êtes connecté à l'application Zoom maintenant. Sinon, on peut lui transmettre vos questions. Entre-temps, Dr. Darwish, vous avez sûrement été interviewé plusieurs fois. Y aurait-il une question à laquelle vous vous attendiez et que personne ne vous a posée? Je pense que j'ai eu ça et j'ai pensé et vous n'avez pas trouvé. J'ai pas trop. Attendez. Ah oui, ouais, si. Oui, mais en fait, c'est pas une question que j'aimerais qu'on me pose. La notion de violence. Voilà, pourquoi j'ai besoin de violence dans les choses. Et en fait, je dis, j'ai pas envie qu'on me la pose parce que je sais pas trop. Mais je peux en fait répondre. À peu près. Il y a toujours de la violence dans ce que je fais. Pourquoi cette violence? Je pense que c'est parce que il y a en nous quelque chose qui dit il faut construire, construire, construire. Et pour ne pas être enfermé dedans, il faut casser. C'est très dur. C'est d'où, si vous remarquez, quand il arrive à Arz dans le livre, là, oui. Ce feu, il y a toute cette violence. Et puis, ça descend à partir de là-bas, il faut repartir, essayer de retrouver une définition. Mais vous savez, dans toute l'histoire, c'est comme ça. Je ne sais pas, on peut prendre les chrétiens. Est-ce qu'il y aurait eu le christianisme tel qu'il est sans les martyrs? Je ne pense pas. La passion du Christ, elle est nécessaire. Faire violence à soi-même pour se dépasser soi-même. Hein? On peut partir dans des trucs bien tracés, il faut faire ça, et puis on est content, et puis ça se passe bien. Et en fait, ça peut marcher. Hein, moi, je ne peux pas être comme ça. Donc, il faut faire violence à soi-même et aller plus loin pour être autre chose que ça. Et donc, même quand je chante, parce que vous savez, le livre là,
J'ai un ami qui m'accompagne souvent, on travaille ensemble, qui est pianiste. On va aussi faire des concerts autour du livre. Et les concerts, c'est une affaire qui est très intime, mais aussi elle a des moments de violence. C'est curieux, mais je pense que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Mais oui, on ne m'a jamais posé la question sur ça. Parce que c'est une question un peu difficile à poser. Voilà, parce que vous connaissez, mais c'est intéressant, c'est humain. Oui, c'est humain. Ouais, to go above and beyond. Ouais. Katia, je ne sais pas si on a dépassé le temps. Oui, on a un peu dépassé, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que on a un petit message de Dr Pamela Chrabillier et elle vous dit, elle n'a pas de questions, mais félicitations, cher Franck, un excellent ouvrage que je recommande vivement. Et bien sûr, Dr Chrabillier a lu et relu votre livre bien avant que je l'ai eu dans mes mains pour publication. Alors, c'est vraiment bien. Aussi de Fatmé Chadkam. Fatmé, tu veux bien parler, si tu veux? Bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'être dans cette réunion. J'aime bien lire ce livre, ce roman. Et aussi, je voudrais dire que c'était très intéressant ce que votre femme, Monsieur Franck, a expliqué à propos de la photographie, parce que je fais de photographie et j'étudie la littérature comparée aussi. Et j'aime vraiment comment vous comparez la photographie avec la littérature. C'était très intéressant et ça m'a donné beaucoup d'idées de penser comment je peux photographier et aussi pour ce que j'écris ou écrire pour ce que je photographie. Ça, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Mais en fait, l'écriture la littérature et la photographie sont deux manières de construire des images. Oui. En fait, le livre aussi, le récit est plein d'images. Et la photographie, c'est aussi c'est des images qu'on voudrait mettre en mots, mais qu'on ne peut pas. Et la littérature, c'est des images qu'on met en mots, mais qu'on ne peut pas photographier. Et c'est ça. C'est des images parallèles. Oui. Mais il faut toutes sortes de natures d'images différentes. Mais il y a une très longue tradition entre la littérature et la photographie, notamment en France. Un auteur comme Émile Zola était photographe. Oui. J'aime beaucoup Émile Zola. Oui. Émile Zola, il fait du documentaire, il décrit vraiment dans les détails et il disait tant qu'on n'a pas photographié quelque chose, qu'on n'a pas vu les détails dans la photographie, on ne peut pas l'écrire. Oui. Voilà. Oui, merci. Merci à vous. Franck, tu Voilà, aussi, je voudrais dire, Monsieur Rassan Tayoun a laissé un petit mot. Monsieur Rassan, voulez-vous bien en parler aussi? Dire votre mot ou bien je le lis? Je ne sais pas s'il est ici. Oui, voilà. Oui, si, je suis. Merci beaucoup pour cette invitation. En fait, je voulais juste dire que j'ai malheureusement pu accompagner tout l'échange, mais uniquement par son, si j'ose dire, parce que j'étais en train de conduire.
Mais j'ai très patiemment suivi tout le débat. Monsieur Franck, qui en une seule fois, une seule rencontre, est devenu pour moi quelqu'un de inextricable à la mémoire. Et je ne sais pas pourquoi je sens beaucoup d'amitié pour cette personne. Merci Franck de la belle rencontre. Déjà quand on s'est vu et aujourd'hui. Et je voulais dire qu'effectivement, deux idées clés m'ont retenu l'attention. C'est d'écrire le Liban comme une question. En effet, c'est une vraie question. Et aussi, l'idée de la question ou de la je ne sais pas quoi ou comment décrire le Liban revient aussi dans les paroles de Madame, votre épouse, qui a parlé de cette nostalgie du pays pendant qu'on y est. Et ça, je trouve que les deux notions sont extrêmement pertinentes, mais aussi les expressions sont tellement fortes et tellement représentatives de la situation, non seulement actuelle, mais de toutes les générations libanaises. En fait, ceux qui ont vécu au Liban, ceux qui sont nés au Liban, ceux qui ont dû partir, revenir et repartir et revenir ou renvoyer leurs enfants après les avoir rapatriés. C'est vraiment ça. Où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est que ce pays qui nous attache, auquel on est si profondément ancré? Et ce sont des questions qui, en même temps, sont un peu relèvent de la philosophie, mais aussi du questionnement de soi, en fait. Et j'espère qu'on continuera le débat, parce que je ne pense pas qu'on va trouver la réponse aux deux idées ou deux expressions de sitôt. Merci beaucoup pour un échange extrêmement puissant et très, comment dirais-je, très inspirant en même temps. Merci. Merci, Rassan. Merci à vous. Vous exprimez très bien le pays, hein, vous exprimez très bien ce que aussi ce livre veut faire. Oui, c'est exactement ça. C'est ce questionnement continu, mais et en même temps, et c'est ça que aussi vous exprimez, on veut ça, on veut ce pays. Même s'il est toujours une question, c'est une grande appartenance. Mais justement, c'est ça la force, en fait, de ne pas trouver une réponse à cette question. Oui. C'est qu'on est toujours dans le désir, comme vous l'avez si bien dit et si bien exprimé. Et tant que le désir y est, il y aura un pays, au moins dans notre affectif et dans notre fictif aussi. C'est exactement ça, oui. Je suis parfaitement d'accord. Gardons le désiderium. Yes. Effectivement. Se languir d'un pays qu'on n'arrive jamais à définir, ni à composer, ni à former, en fait. Et c'est peut-être là toute la force de cette soi-disant résilience. Oui, cet attachement à vouloir créer un pays, même d'un mirage, même à partir d'un mirage. C'est beau, les mirages. Oui. Voilà, félicitations et encore une fois, merci beaucoup pour des instants très inspirants. Merci à vous. Alors, Katia. On n'a plus d'intervention? Oui, voilà. On continue. Voilà, c'est tout, oui. Bon, alors merci pour les intervenants. Merci à vous. À tous les participants. Docteur Franck, qu'est-ce que je peux encore ajouter? J'ai été très honorée d'être parmi vous ce soir. Madame Dorine, très intéressant ce que vous avez dit, au dire de tout le monde. Je suis honorée, en fait, encore, parce que vous parlez de mon pays.
ce Liban de l'homme, des chemins qui se dessinent sans jamais se perdre. Alors, je réalise de plus en plus que mon pays ne mourra pas, puisqu'on en parle et on en parlera encore. Merci, Dr. Frank. Merci, Katia. Merci à toute l'équipe d'Elissar Press. Si vous voulez dire un dernier mot, Dr. Frank, Madame Dorine. C'est dur, un dernier mot sur le Liban, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'en finit jamais. On croit que c'est la fin, mais c'est jamais la fin. Ça va toujours plus loin, il y a toujours plus de désir, il y a toujours plus d'aventure, plus de foi. Mais un dernier mot quand même, merci à toute l'équipe, franchement. Oui, moi aussi. Merci à Katia, merci à toi, surtout, à Mona aussi. Et merci puis, l'échange était très beau. C'est vraiment, ça nous a permis de dire des choses, de faire même ressortir des choses que je n'aurais pas anticipé moi-même. C'est vraiment, c'est très bien. Hein. C'est très beau aussi. C'était un très bel échange. Merci, vous êtes des gens sincères. Alors, vous vous êtes exprimés du cœur et des pensées. Merci beaucoup. C'était très enrichissant et c'était avec grande joie que j'ai été à cette rencontre. Bonne fin de soirée. Katia, à toi la parole. Katia. Voilà, c'était bien enrichissant, que puis-je dire. Merci beaucoup pour la présence de tous et toutes. C'était merveilleux d'écouter encore à propos du Liban ou l'irréductible distance avec Dr. Frank Darwish et son épouse, la photographe Madame Dorine Potel Darwish. Merci Mona pour ces questions très pertinentes et qui nous ont fait comprendre un peu plus notre auteur et notre photographe. S'il vous plaît, rejoignez Elissar Press dans notre espace virtuel sur Facebook, Instagram et sur elissarpress.com. Et voilà, à bientôt. Merci bien. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bye. احنا يا بشر من هون من قصة عمر من بسمة الأيام للأيام من صوت بيجيه بالبكي
عالبال، من كوخ من عرزال من موال من دالي وعنقود من توتي من غيمة بلاد المطر من هول. دندنت ريح الشمال، من دندنت ريح الشمال، من رجفة الألحان عاتم الوتر ياوا، من عاطفي ما بتنحكى ما بتنحكى، من طفل عشفاف الزهر بسمي، من جبين سافر بالدنيا مشوار، من ام سهراني عمرضانين، من ريح بتخزق ورق تشرين، من صوت أخرس خانة الكلمة، من بسمة بوجه الصبح تنقال، من ألف إيد وإيد عبتدعي، من خاطرك ودي إلي من هون نحن يا بشر، من هون من هون من هون.